Bonsoir Aurélie Filippetti. Bonsoir. Malgré tout ce que vous racontez dans ce roman, et c'est peu dire qu'il y a beaucoup de désillusions, vous avez encore la foi. Oui, vous gardez la foi en la politique. Ça relève un peu du miracle quand même, tant les désillusions sont grandes dans ce livre. Non, heureusement qu'on a des passions. Moi, j'avais une passion pour la politique. Je l'ai toujours, un grand intérêt pour ça, pour défendre les gens, m'occuper de écouter leurs problèmes, essayer de trouver des solutions. Et j'ai traversé les 10 ou 15 dernières années de la vie politique avec évidemment un grand échec qui a été celui du mandat et du quinquennat de François Hollande auquel j'avais participé. Et donc, j'ai voulu réfléchir là-dessus. Alors. Oui, bien sûr, c'est un échec collectif, c'est un échec pour la gauche. On avait tout entre les mains en 2012 et en 2017, voilà, on a perdu. Il y a eu un effondrement de tout le système. Mais au-delà même de la gauche, je pense que c'est un vrai... Finalement, on est dans une impasse pour l'ensemble de la vie politique et on le voit bien aujourd'hui, même avec les difficultés d'Emmanuel Macron. On ne sait plus comment faire vivre la démocratie et comment redonner la confiance au peuple. Alors j'ai essayé de m'interroger à travers la forme du roman, parce que c'est quand même plus agréable d'abord à écrire et puis j'espère à lire. Oui. Oui, c'est très vrai, c'est inspiré de ce que j'ai traversé, de mon expérience, mais aussi des personnages que j'ai vus, dont je ne fais pas des portraits, je donne pas de nom parce que je trouve que c'est pas le but, c'était pas de faire la chronique du quinquennat. Le but, c'était d'essayer de comprendre, en tout cas d'essayer de trouver des pistes pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous décrivez justement cette machine qu'est le pouvoir, le sentiment de toute puissance, l'hubris. À ce sujet, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a reconnu justement le manque d'humilité de l'exécutif. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de cet acte de contrition ? Ça va vraiment changer quelque chose ? Je pense que c'est un peu de lucidité. C'est vrai que l'hubris, chez les Grecs, c'était vraiment la pire chose qui pouvait arriver à un responsable politique. C'est-à-dire d'être pris dans une espèce d'ivresse du pouvoir où, au fond, il arrêtait de voir la réalité. Et le problème, c'est que quand on est président de la République en France, on est très facilement pris par cette hubris. Quel que soit le président, dites-vous, parce que les trois derniers, en tout cas, nos institutions, le système de la 5e. Ça pousse à ça. Et au fond, un homme seul, parce que ce sont des hommes, mais un homme seul pour résister à ça, c'est extrêmement difficile. Il y a les pressions des lobbies, les pressions du monde de l'argent. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappée quand j'étais ministre. Mais vous ne l'avez pas découvert comme Nicolas Hulot. Vous étiez moins naïve, Aurélie Filippetti, quand même. D'abord, moi, j'apprécie les gens qui restent un peu naïfs, en tout cas spontanés, qui conservent des idéaux comme Nicolas Hulot, voilà. Mais sincèrement, je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est-à-dire qu'au fond, j'estime que notre système, notre démocratie est quand même minée par la force et l'influence du monde de l'argent et des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Une toute petite minorité que j'appelle les inégaux. Parce qu'au fond, ils se vivent eux-mêmes comme étant au-dessus des lois et au-dessus des autres. Il y a l'argent et puis il y a également la communication politique. Le faire croire qu'on fait qui devient plus important, dites-vous, que le faire. La communication qui remplace l'action. Est-ce que c'est aussi, Aurélie Filippetti, une autocritique ? Parce que vous vous êtes aussi glissé dans ce système, ou laissé glisser dans ce système. En fait, on y est vraiment obligé, on n'a pas le choix quand on fait de la politique. Si vous ne communiquez pas, en fait c'est comme si vous ne faisiez rien. Vous n'existez pas si vous n'existez pas médiatiquement, par les réseaux sociaux, si on ne parle pas de vous lorsque vous êtes aux responsabilités. Et ça, c'est franchement extrêmement déstabilisant. Parce que parfois vous pouvez faire des choses qui sont très bien, si vous ne le faites pas savoir, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et inversement, on peut raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Du moment que c'est cru, ça passe. Et je crois que tout le monde en est victime. Vous, les journalistes, comme les politiques et comme évidemment les citoyens, mais on en est tous aussi un peu responsables. Nous avons moins de comptes à rendre. Nous, justement, vous avez pris l'exemple tout à l'heure, c'est intéressant, de Nicolas Hulot, et vous avez fait la différence entre un politique et quelqu'un qui serait sincère. C'est ce qu'on entend depuis quelques jours. On entend cet argumentaire comme quoi ce n'était pas un politique, Hulot, donc il était naïf et qu'il s'est fait avoir. Ça veut dire, à contrario, Aurélie Filippetti, que vous êtes de grands cyniques en politique. Non, d'abord, moi, je suis partie aussi. J'ai quitté le gouvernement fin août 2014. Vous êtes mi-cynique, alors. Vous êtes partie avant. Non, parce que quand j'étais trop en contradiction avec justement mes convictions, et je pense et je continue d'être persuadée que la plupart des gens qui font de la politique le font par conviction. Quand ils entrent, en tout cas, en politique, c'est par conviction. Après, la question, c'est comment ils vont résister au pouvoir, à l'exercice du pouvoir. C'est là que la différence se joue entre eux, ceux qui vont accepter de devenir cyniques, entre ceux qui vont accepter finalement de faire le choix de leur carrière, et puis les autres qui à un moment vont savoir dire stop.
Il y a ceux qui disent stop, il y a ceux qui disent on continue. François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy dans ce roman qui sont avalés par le pouvoir. Mais est-ce qu'il y a selon vous des exceptions, des exemples où les politiques ont su prendre le dessus, ne pas se laisser emporter et dévorer? Oui, il y en a, bien sûr, il y en a eu dans l'histoire. On peut penser. Non, mais on pense au même alors. Non, mais par exemple, on peut penser évidemment à De Gaulle, on peut penser à Pierre Mendès France, on peut penser à des grandes personnalités comme Jaurès. Enfin voilà, il y a des exemples. Et puis il y a aussi des gens qui ont exercé le pouvoir et qui ont réussi à le faire avec un certain succès. Bien entendu, on est confronté au principe de réalité, mais il ne s'agit pas de tout réussir, mais en tout cas de réussir au moins un certain nombre à tenir ses engagements. C'est ça le plus important, je crois. Quittons la politique pour parler, d'amour. Mais l'amour au temps de la politique. Deux personnages dans ce roman, vous et un homme de droite qui s'aiment malgré la différence des idées, mais aussi et surtout, je dirais, la différence des milieux. Votre milieu populaire, c'est quasiment un personnage dans ce livre. Bien sûr, parce que j'estime que aujourd'hui, la grande inégalité entre les classes sociales, malheureusement, elle n'est toujours pas résolue. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été une expérience très difficile de constater l'homogénéité sociale au fond des élites de notre pays. Est-ce que c'est pas un peu manichéen, caricatural, Aurélie Filippetti? Moi, j'ai eu l'impression que les gentils, c'est la gauche qui pense aux plus fragiles et aux plus démunis, et puis la droite, qui ne les regarde pas. L'indifférence, c'est la droite. Et le cœur, c'est la gauche. Alors, peut-être que vous oubliez que le personnage masculin de droite, il va par exemple servir la soupe pour les sans-abri tous les week-ends à l'église, bien sûr, parce que en l'occurrence il est chrétien, mais il le fait alors qu'elle n'est pas capable de faire ça. Pourquoi dans son regard, vous voyez encore cette différence, même si c'est inconscient de sa part? Pourquoi vous voyez qu'il vous regarde différemment et vous vous dites parce que moi je viens d'un milieu différent, un milieu populaire? Parce que vous savez, quand on est dans une situation d'injustice ou finalement quand on n'est pas dans la norme, on ressent très profondément le fait de ne pas être dans la norme, dans la majorité, on va dire. Alors que quand on est dans cette norme, évidemment, on a l'impression que tout le monde est comme vous. Et donc, on ne perçoit pas la différence. Et ça, cet échange impossible de regard entre eux, ça m'intéressait. Parce que je pense que, évidemment, c'est l'une des difficultés. Et en même temps, malgré tout, ils s'aiment. Et c'est quand même ça. Et c'est quand même ça aussi une allégorie. Ils se quittent. Bon, oui, ça arrive pas pour des raisons de désaccord. Puisque je parle de quitter, vous connaissez la question que l'on pose à tous ceux qui ont quitté la politique. Alors, le retour, c'est pour quand? C'est très téléphoné, je croyais que vous alliez me dire alors comment allez-vous? J'allais vous répondre très très bien. Ça rejoint la même question. La littérature et puis l'enseignement, parce que j'ai repris l'enseignement, me donne vraiment beaucoup de satisfaction. Donc, pas de va-et-vient, c'est un billet sans retour. J'ai accompli, je crois, j'ai accompli de belles choses. Enfin, en tout cas, j'étais très fière d'être élue de ma Lorraine natale et de représenter le peuple pendant mes années à l'Assemblée nationale. Maintenant, je suis passée à autre chose. Je suis revenue à la littérature. Vous êtes passée à autre chose avec toujours la foi en la politique et puis en l'amour de la politique, bien sûr. Oui, parce qu'au fond, c'est peut-être, vous avez raison, c'est une déclaration d'amour à la politique ou en tout cas à l'engagement, au fait de se battre pour les autres. Donc ça oui, j'y crois. J'ai toujours la foi en ça. La foi, donc toujours. Merci Aurélie Filippetti d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci à vous.